Bonjour à tous les présents et tous ceux qui nous regardent en visio. Donc, moi, je vais vous parler des PTI réfractaires. Donc, d'emblée, on peut se poser la question de la définition du PTI réfractaire. Qu'est-ce que, pour vous, le PTI réfractaire? Quand on lit une revue récente de mars 2023 dans Pediatric Blood and Cancer, en tout cas pour les enfants, c'est très mal défini. Pour les adultes, ça pose aussi question, mais on va adapter, on va accepter la définition qu'on retrouve dans plusieurs publications, c'est-à-dire un PTI réfractaire, c'est un PTI qui est en échec des deuxièmes et voire des troisièmes lignes incluant la splénectomie. Donc, ça veut dire un échec du rituximab, des ARTPO, des deux ARTPO et de la splénectomie. On rediscutera peut-être pas dans tous les cas, mais en tout cas là où la splénectomie est contre-indiquée. Alors, on ne va pas parler d'urgence vitale, hein, donc c'est c'est les consignes qui étaient données dans le PNDS de 2017 qui sera revu cette année, donc où c'était une urgence vitale, donc on faisait tout ce qu'on pouvait faire, transfusion de plaquettes toutes les 8 heures, corticoïdes en bolus, alcaloïdes de la pervenche, agoniste à dose des TPO, du récepteur d'ATPO à dose max. Facteur 7 activé, pour ma part, je ne l'ai jamais utilisé. Rituximab, en sachant que le rituximab, ce n'est pas un traitement d'urgence. Et puis, splénectomie d'urgence et échange plasmatique, qu'on a utilisé nous, à Dijon de manière exceptionnelle. Moi, je me souviens que de 2 cas, et dans lesquels ça avait quand même fonctionné. Mais ce n'est pas notre topo d'aujourd'hui. On ne va pas parler des urgences vitales. On va parler plutôt donc, du PTI qui est résistant ou corticodépendant à haute dose et qui est résistant aux deux agonistes des récepteurs de la TPO et résistant au rituximab et résistant à la splénectomie. Alors, quand on a un cas comme cela en face de soi, je pense qu'il faut refaire un petit effort et se rappeler la physiopathologie du PTI. La physiopathologie du PTI, telle qu'elle avait été découverte déjà en 1950 par Harrington, donc il avait découvert des anticorps antiplaquettes qui étaient sécrétés pour une raison X par des plasmocytes qui dérivaient de lymphocytes B autoréactifs. Et ces anticorps recouvraient les plaquettes qui étaient phagocytées par les macrophages spléniques qui, quelques années plus tard, notamment Macmillan et Kiwana, avaient démontré que ces macrophages étaient aussi jouaient un rôle de présentateur d'antigènes, donc et présenter les antigènes des plaquettes aux lymphocytes TFH qui coopéraient avec les B. Et on avait ainsi une boucle d'amplification de la maladie. Sinon, donc cette maladie auto-immune, donc on va dire médiée par les lymphocytes B, qu'est-ce qu'on peut proposer comme action thérapeutique? On peut agir sur les B, mais on vient de dire qu'on prenait que les PTI, on discutait que des PTI qui étaient réfractaires aux anti-CD20. Donc, est-ce qu'on peut utiliser d'autres anticorps dirigés contre les lymphocytes B, anti-CD19 ou d'autres anti-CD20? Finalement, on pourrait imaginer qu'on puisse utiliser l'obinutuzumab comme dans le lupus, mais finalement, il y a très peu à l'heure actuelle, en tout cas, il y a très peu de travaux. Donc, pour l'instant, ça reste des points d'interrogation. Après, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir une action contre la cytokine BAF. Cette cytokine BAF, elle est extrêmement impliquée dans la différenciation, l'activation, la prolifération du lymphocyte B en plasmocyte et notamment la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes mémoire ou plasmocytes à longue demi-vie. Et ce sont ces plasmocytes qui probablement échappent au traitement par rituximab qui continuent à sécréter les anticorps et qui expliquent pourquoi certains PTI échappent au rituximab. Alors, est-ce qu'on peut agir sur cette voie? L'équipe du CERECAI et notamment Mathieu Maïvas avait bien montré dans un modèle de souris, quand ils associaient des anti-CD20 et des anti-BAF, qu'ils arrivaient à diminuer le nombre justement de ces plasmocytes mémoire dans un modèle murin. Et après, dans une étude ouverte sur 15 PTI, ils ont tenté cette association thérapeutique, rituximab plus anti-BAF, et ont eu une réponse relativement exceptionnelle pour ce type de PTI. 12 PTI sur 15 ont bien répondu. Donc,
là-dessus s'est bâti un PHRC national avec une étude RETUX+, dans laquelle je pense que vous participerez pour inclure un maximum de patients pour savoir si cette association peut permettre d'avoir une beaucoup plus grande réponse dans ces cas de PTI résistants. Et puis, parallèlement, il y a Novartis qui développe un autre type d'anticorps. Cette fois-ci, ce n'est pas un anti-BAF, mais c'est un anti-BAF récepteur qui s'appelle le ianalumab. Ce ianalumab est aussi testé dans d'autres maladies auto-immunes parce que finalement, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, que ce soit les maladies auto-immunes B-médiées ou T-médiées, toutes ces maladies auto-immunes ont en lien en commun cette physiopathologie et donc peuvent répondre éventuellement au même traitement. Donc cet anti-BAF récepteur aurait l'avantage d'éliminer les cellules qui expriment le récepteur de BAF, et notamment les lymphocytes B et les plasmocytes à longue demi-vie. Donc elle aurait comme un anti-CD20, on va dire, par le phénomène ADCC principalement. Et puis, on sait que quand on fait des anti-CD20, on a une augmentation franche de la cytokine BAF, et ça permettrait aussi de lutter contre ce pic de libération de BAF après la déplétion CD20. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus si on continue? On peut essayer d'éliminer ces plasmocytes et ces plasmocytes mémoire avec un traitement dirigé plus spécifiquement contre les plasmocytes, comme dans le myélome où le bortezomib a une action relativement efficace. Mais on peut aussi utiliser l'anti-CD38. Donc le CD38, c'est un antigène qui ne va pas être exprimé par les B, mais être exprimé par les plasmocytes. Pour l'instant, c'est des points d'interrogation parce qu'il y a finalement eu très peu de patients traités par le daratumumab, qui est l'anti-CD38, avec des réponses variables. On va dire qu'il y a un patient sur deux qui a répondu, mais c'est des tout petits séries de patients. Donc pour l'instant, ça peut être une possibilité, mais c'est vraiment réservé à des cas très précis et après avoir testé d'autres médicaments dont on a montré qu'ils étaient plus efficaces. Et puis, on sait que cette maladie est médiée par des anticorps antiplaquettes. Ne pourrait-on pas avoir une action sur ces anticorps, essayer de diminuer leur demi-vie? Et il y a tout un tas de médicaments qui ont été créés ces dernières années qui agissent au niveau, ce qu'on appelle du fragment FcRn, donc néonatal, le récepteur du fragment Fc néonatal. Et c'est des médicaments qui vont inhiber ce FcRn. Et en inhibant ce FcRn, on va raccourcir la demi-vie de ces auto-anticorps pathologiques. Alors, comment ça marche? Donc, c'est connu depuis de nombreuses années, au moins 20 ou 30 ans. On sait que les immunoglobulines, donc là, on est dans le sang, et ça, c'est les cellules endothéliales. Les immunoglobulines dans le sang ont une demi-vie d'environ 3 semaines. Mais pourquoi elles ont une demi-vie aussi longue? Parce qu'elles bénéficient d'un séjour, on va dire, dans les cellules endothéliales qui vont les protéger contre un catabolisme physiologique normal. Ces immunoglobulines normales sont capturées et se lient par leur fragment Fc au FcRn et ensuite endocytées dans des vésicules d'endosomes. Et si le milieu de l'endosome est suffisamment acide, il va y avoir poursuite, récupération de ces immunoglobulines qui vont ensuite ressortir dans la circulation. Donc, si par contre elles ne sont pas liées ou il n'y a pas assez d'acidité, elles vont être détruites. Donc par ce récepteur-là, ça permet d'allonger la demi-vie des anticorps physiologiques, des immunoglobulines. C'est un mécanisme physiologique qui permet de donner aux immunoglobulines, mais aussi à l'albumine, une demi-vie relativement longue dans le sang. Si on bloque ce récepteur, ce FcRn, du coup, les immunoglobulines ne vont plus pouvoir profiter, on va dire, de cette augmentation de demi-vie. Tous les sites vont être pris et du coup, elles vont être lysées et il va y en avoir une diminution franche des immunoglobulines dans la circulation. Alors, vous aurez une diminution franche des immunoglobulines normales, mais aussi de vos auto-anticorps. C'est peut-être beaucoup plus visible avec cette animation. Donc là, on voit qu'on a des auto-anticorps qui sont rouges
des anticorps normaux qu'on a dans la circulation qui sont bleus et le FcRn qui va être jaune. Là, on a une cellule endothéliale. Là, on est dans la circulation. Donc, on a nos immunoglobulines qui vont aller se fixer sur les récepteurs FcRn. Et ensuite, celles qui ne vont pas être fixées vont être détruites dans les lysosomes. Les autres vont rester dans l'endosome et ensuite vont être relarguées dans la circulation. Donc ça, c'est le phénomène physiologique qui permet aux immunoglobulines, mais aussi aux mauvais auto-anticorps, d'avoir une demi-vie longue. Si vous prenez un médicament comme l'efgartigimod, qui va bloquer les sites directement, du coup, quand les immunoglobulines vont rentrer, il va y avoir très peu de possibilités. Donc, il va y en avoir une majorité qui va être détruite dans les lysosomes et très peu qui vont être libérées. Donc, on va diminuer à la fois le taux des immunoglobulines normales, mais surtout, le but, c'est de diminuer le taux d'anticorps pathologiques. Donc, cette méthode, elle est maintenant bien... Il y a eu des laboratoires qui se sont lancés dans cette voie et c'est très efficace. On a deux types de produits. On a des produits qui bloquent totalement, qui s'appellent rosanolixizumab et un autre dont j'ai perdu le nom, qui bloquent totalement le site et qui diminuent à la fois les IgA, les IgM, l'albumine. Et puis, on en a un qui s'appelle donc l'efgartigimod, qui est un peu plus spécifique et lui qui bloque, qui va agir que sur les IgG, à la fois les IgG normales et les auto-anticorps. Donc, par cette méthode, on a une action relativement rapide pour baisser les auto-anticorps de plaquettes et donc avoir une efficacité dans les maladies auto-immunes. Et actuellement, ces anticorps sont développés dans de nombreuses maladies auto-immunes. Alors, l'avantage de ce type de produit, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'effet secondaire, hormis une baisse transitoire des immunoglobulines. L'inconvénient, c'est que c'est que suspensif. Donc, probablement, c'est un médicament qui, à mon avis, dans le PTI, va avoir sa place, mais plus pour remplacer les immunoglobulines. De fait de leur action rapide, de leur absence d'effets secondaires, ça pourra permettre, justement, dans les périodes de pénurie, ou avoir peut-être même une sécurité supplémentaire. Après, au long cours, pour des PTI chroniques, je ne pense pas que ce sera très utile. Donc, on a agi sur la voie des B, on a agi sur la voie des anticorps pour essayer de réduire leur demi-vie. On peut agir sur la phagocytose. Alors, sur la phagocytose, il y a des médicaments que les plus anciens d'entre nous connaissent. On agissait sur les macrophages, notamment avec les alcaloïdes de la pervenche, l'oncovin ou la vinblastine. Alors, un papier qui est relativement ancien, c'était de 2015, je crois, où l'équipe d'Olivier Fin associée à Bertrand Godot avait montré que la vincristine, ça marchait dans des PTI qui étaient relativement chroniques, avec une bonne réponse. Donc, on avait quand même une meilleure réponse quand c'était des PTI nouvellement diagnostiqués ou persistants que dans les chroniques, mais on avait quand même une réponse dans les chroniques. La réponse était dans 90%, mais il fallait attendre à peu près une semaine. Le désavantage, c'est qu'on avait une réponse de courte durée. Cette réponse disparaissait dès qu'on arrêtait les injections. Le mécanisme, quel était le mécanisme? On a évoqué que ces alcaloïdes de la pervenche bloquaient, inhibaient les microtubules des macrophages qui ont besoin de ces microtubules pour justement phagocyter. Alors, est-ce que c'est le bon mécanisme? J'avoue que je commence à en douter, puisqu'il y a des équipes asiatiques, je me rappelle, coréennes, je crois, qui ont montré que même chez les patients spélectomisés, la vincristine, ça marche de façon relativement rapide, au bout d'une semaine, avec un bon taux d'efficacité. Le problème, c'est que dès qu'on arrête, ça rechute. Mais ça peut quand même rester un traitement, même en 2023, un traitement qui peut être utile dans ces PTI chroniques pour passer un cap. Si on veut faire plus moderne, qu'est-ce qu'on a au niveau de la phagocytose des plaquettes? On a ce qu'on appelle les inhibiteurs de cycle, donc d'une kinase qui joue un rôle important, on va voir, et qui s'appelle le fostamatinib. Donc, on va agir à la fois sur les lymphocytes B, je suis désolé, mais il manque un bout des diapos à chaque fois, et sur les macrophages. Alors, qu'est-ce que cette cytokine qui s'appelle SIC? Le S, c'est pour splénique, justement. Donc, c'est une cytokine qui va agir sur une voie de différenciation
et d'activation à la fois au niveau des macrophages et à la fois au niveau, au niveau des lymphocytes B. Donc le fostamatinib va bloquer cette kinase et cette kinase après déclenche toute une voie d'activation avec des voies différentes et plus ou moins complexes de PI3 kinase allant jusqu'à NF-κB. Et toutes ces voies vont agir au niveau de la phagocytose, donc ce qui nous intéresse particulièrement, et au niveau de la maturation des B, notamment de la production d'anticorps. Cette kinase donc, est impliquée principalement dans la voie du récepteur Fc gamma, donc qui va agir, c'est le récepteur qui va capter les antigènes, qui va permettre la phagocytose dans les macrophages. Donc on a un intérêt dans cette maladie à bloquer la phagocytose des plaquettes, donc ça va marcher, mais aussi on a un intérêt à bloquer la prolifération des B, et là, via le signal BCR, on a aussi un rôle pour cette kinase. Donc, on va agir sur les deux cellules qui nous intéressent, les deux types cellulaires. Donc, on a de grandes chances d'avoir une bonne efficacité. Et effectivement, quand on regarde sur les macrophages, par exemple, si vous prenez des macrophages de souris dont on a invalidé la kinase SYK, ces macrophages ne peuvent plus du tout phagocyter. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas phagocyter. Alors que normalement, si la plaquette recouverte d'anticorps avec ces anticorps donc, qui ont un FC, un fragment FC qui va se lier au FC gamma récepteur, ça va déclencher l'activation de plusieurs enzymes qui vont aboutir à l'activation de kinase et puis à la phagocytose des plaquettes. Donc, si on bloque grâce au fostamatinib cette kinase, on va avoir une efficacité sur les B, sur les T. Donc, c'est ce qu'ont démontré les études FIT1, FIT2. Donc, ce n'est pas la peine de lire ces choses-là. C'était juste pour vous montrer que dans ces études, on a mis des PTI qui étaient relativement résistants, qui avaient eu de nombreuses lignes thérapeutiques, et c'était des vrais PTI. En tout cas, ils avaient un taux de plaquettes qui allait entre 1050 000, 50 000, je ne sais pas si c'était vraiment un vrai, mais la moyenne était à 16 000. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce FIT1, FIT2 ont été poolés? On a 18% de réponse. Alors, la réponse, c'était un critère un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, mais maintenant, qui existe dans les nombreuses publications. Donc, il fallait avoir un taux de plaquettes supérieur à 50 000, au moins 4 fois sur 6 entre la semaine 14 et 24. Et on voit qu'on a 18%. Alors, 18%, vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, mais quand même, c'était des PTI qui étaient très résistants à plusieurs thérapeutiques. Donc, c'est finalement pas si mal. Et quand on regarde l'overall response, donc là, c'est les plaquettes au moins une fois à 50 000, on avait un taux à 43%. Donc, ces études ont été complétées par une phase d'extension, un FIT3, et au total, il y a 150 patients qui ont montré, qui ont été inclus dans l'étude avec un taux de réponse qui est relativement stable, qui est aux environs de 20% pour la réponse complète et qui dure, qui persiste. Donc, on a une réponse qui se maintient dans le temps tant qu'on utilise le produit. Après, ils ont fait une analyse post-hoc, mais là, on montre finalement que plus on met le produit tôt, si on le met en deuxième ligne, ben on aura plus de réponses qu'en troisième ligne, qu'en quatrième ligne, comme finalement quasiment tous les thérapeutiques utilisés pour le PT. Et puis, plus récemment, il y a eu donc cet abstract auquel on a collaboré, mais probablement vous aussi, donc qui est présenté à Guillaume Boulis au prochain EHA, où on a regardé en France tous les patients qui avaient été mis, ceux qu'on pouvait rentrer dans l'étude, qui avaient été mis sous Tavles, c'est le nom du fostamatinib qui a l'AMM maintenant en France. Et donc, on voit qu'on l'a utilisé quand même pour des PTI relativement anciens, qui avaient au moins 6 années d'existence, avec des taux de plaquettes qui étaient toujours un petit peu, enfin pas un petit peu, toujours très bas. Et c'était donc des PTI qui avaient en majorité, donc les PTI dont on parle aujourd'hui, qui étaient résistants au rituximab, résistants au RTPO, où plus d'un tiers avaient une splénectomie. Et on voit que dans cet abstract, en tout cas, on a un quart de patients qui répondent sans aucun autre traitement. Donc, c'est quand même un résultat relativement satisfaisant. Après, c'est plus difficile pour 42 autres % qui répondent, mais qui ont aussi un autre traitement associé. Donc là, c'est plus difficile de répondre sur l'effet spécifique de cette molécule. Un médicament qui est relativement bien toléré avec simplement des diarrhées et des HTA poussés. Donc, probablement une nouveauté, en tout cas, dans le PTI résistant au rituximab, résistant aux agonistes. Donc, toujours en agissant sur la phagocytose,
il y a d'autres molécules qui ont montré leur efficacité, notamment une kinase de la tyrosine de Breton qui s'appelle la rilzabrutinib. Et ce rilzabrutinib donc, le papier a été publié dans le New England en 2022 par Cutter. Et on voit que finalement, là, c'est une autre enzyme qui s'appelle la BTK, mais qui est dans la même voie que SYK, mais qui est un petit peu en aval. Et quand on va bloquer cette voie, on va bloquer l'effet de la voie Fc gamma récepteur, donc qui permet la phagocytose des plaquettes recouvertes d'immunoglobulines. Et on va aussi, de la même façon, bloquer la voie BCR, donc la voie DB, où quand on va stimuler une immunoglobuline à la surface, là aussi, on va bloquer la voie d'activation DB, donc on va bloquer la production d'auto-anticorps. Donc finalement, c'est exactement, en conclusion, on a exactement les mêmes effets, que ce soit avec le fostamatinib ou le rilzabrutinib. On agit à la fois sur la phagocytose et sur la production d'auto-anticorps. Qu'est-ce que ça a donné en études cliniques? Donc c'est une phase 1-2, donc il n'y a pas énormément de patients. Il y a 60 PTI, mais des PTI aussi chroniques qui avaient résisté à plusieurs lignes thérapeutiques. Et ils ont donné donc le rilzabrutinib pendant 24 semaines. Et on voit qu'on a un taux de réponse relativement satisfaisant chez ces PTI résistants, puisqu'on a 40% de réponse. Donc actuellement, il y a une phase 3 qui est en cours, auquel on participe. Nous verrons. Pour l'instant, ça peut être aussi un médicament d'avenir qui joue un petit peu sur la même route que le fostamatinib. Et puis, on peut aussi agir au niveau du complément. Cette voie avait été un peu oubliée parce que de toute façon, on n'avait pas de thérapeutique qui pouvait agir, mais il y avait quand même des gens qui s'y étaient déjà intéressés dès 2010 et qui avaient montré qu'au cours du PTI, on avait une activité du complément qui était corrélée à la maladie. On retrouvait des dépôts du complément sur les plaquettes et un tiers des PTI avaient une diminution des fragments du complément. Alors, du coup, est-ce que les inhibiteurs du complément pourraient être la solution dans ces PTI chroniques? Donc, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul essai thérapeutique qui est paru dans Blood Advance en 2022. Donc, ils utilisent le sutimlimab, un anti-C1S, qui va bloquer donc la voie classique du complément toutes les 2 semaines. Donc, une toute petite étude, c'est une phase 1 avec 12 patients chroniques des PTI qui avaient résisté à plusieurs lignes thérapeutiques pendant 20 semaines. Et là, ils obtiennent 42% de réponse. Bien sûr, on ne peut pas conclure sur une phase 1, mais c'est peut-être une possibilité en plus au niveau thérapeutique. Et là, l'efficacité était très rapide. On avait une efficacité très rapide en termes d'augmentation des plaquettes et aussi d'inhibition du complément. On voyait les dosages du complément qui revenaient normaux dans ceux qui étaient déjà très abaissés. Et dès qu'on l'arrête, hop, très rapidement, en quelques heures, voire quelques jours, on a la récidive de la maladie. Donc peut-être une nouvelle voie thérapeutique, mais là, il va falloir encore pas mal d'études pour conclure. Et puis, donc, je vous ai parlé que des B finalement, enfin des B, des anticorps, de la phagocytose, du complément, mais aussi on sait que les lymphocytes T sont très impliqués. Avec Sylvain, ça a été un de nos axes de recherche depuis maintenant presque plus de 10 ans, 12 ans, on va dire, la réponse T au cours du PTI. Et cette réponse T, elle existe. Elle avait été, Sylvain avait montré les publications avait réalisé des travaux qui avaient été publiés dans Blood en 2014. Donc, au niveau des TFH, on a une coopération très étroite entre le macrophage, le TFH et le TFH et le lymphocyte B. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir à ce niveau-là? Alors, on peut faire la splénectomie parce que finalement, c'est dans cette partie, dans cet organe que se joue la majeure partie de ces interrelations. Donc, on va diminuer le nombre forcément des TFH. On peut agir au niveau de ces relations avec les nombreuses molécules qui jouent un rôle de co-stimulation. Donc, on peut agir au niveau des anti-100D40, anti-T40 ligands, ou alors stimuler des voies pour rendre les lymphocytes TFH apoptotiques, notamment via la voie PD1 ou PDL1. Mais ça, pour l'instant, ça reste quand même du domaine de la recherche.
Mais on peut aussi utiliser classiquement les immunosuppresseurs qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit l'azathiopprine, cyclosporine, tacrolimus, Cellcept ou les inhibiteurs de mTOR, et on va agir au niveau, de toute façon, de ces lymphocytes T, bien qu'on agira de façon non spécifique. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on prend ces immunosuppresseurs? Il n'y a aucun essai prospectif, il n'y a que des petites séries avec un nombre de cas variable, et on a des taux de réponse qui sont extrêmement variables, avec des temps de réponse qui sont quand même relativement longs, qui peuvent aller jusqu'à 4 mois, et pour certains qui sont un peu plus courts, dont ceux dont on a déjà parlé, pour l'oncovin et la vincristine. Mais on a été tous surpris de cette publication il y a 2 ans dans le New England, où il tentait de mettre un traitement par mycophénolate mofétile, donc le Cellcept, en première ligne du PTI. Donc là, je m'écarte un tout petit peu du sujet, parce que ce n'est plus les PTI chroniques, mais c'est un immunosuppresseur que normalement, nous, on réserve plutôt en 3e ligne. Et dans cet essai, où ils mettent donc le MMF d'emblée à des doses quasi classiques, celles qu'on utilise, puisque ça va faire 1 gramme x 2, avec une corticothérapie qui va être dégressive, mais avec une dégression dont on n'a pas trop l'habitude dans le PTI. Et qu'obtiennent-ils avec ce traitement? Donc, ils agissent certainement au niveau des T et des B. Donc, il y avait 120 PTI qui ont été suivis pendant 2 ans, 60 dans chaque groupe. Et il y a seulement 20% de rechute chez les 20% d'échecs chez les patients qui ont été traités par le Cellcept et la corticoïde, alors qu'il y en a presque 50% qui ont été en échec avec les corticoïdes seuls au bout de 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cet essai? C'est vraiment pas du tout nos habitudes, mais c'est vrai que c'est efficace et pas cher. C'est une chanson des années 80, mais bon, il y a peut-être qu'un ou deux qui peuvent s'en rappeler. Efficace et pas cher, c'est le Cellcept que je préfère. Mais néanmoins, il y avait quand même une mauvaise condition de vie de ces patients parce qu'il y avait des effets secondaires. Et puis, on ne sait pas trop ce que ça a donné. Est-ce que c'est un traitement suspensif ou un traitement curatif? On n'a pas eu de solution pour l'instant. Donc, vraiment, je pense que pour nous, ce n'est pas notre attitude et c'est peut-être traiter un peu fort une maladie qui reste quand même une maladie non maligne. Mais on pourra le discuter ensemble si vous voulez. Après, dans ces différents lymphocytes T, donc il y a le TFH qui joue un rôle très important, mais il y a aussi les Treg que vous connaissez, ces lymphocytes T qui bloquent les autres lymphocytes T et qui jouent un rôle probablement dans les maladies auto-immunes quand on n'en a plus assez. Et Sylvain l'avait démontré au sein de l'unité. Donc, on avait fait un travail sur les rats des PTI où on avait bien montré que le nombre et les fonctions des Treg étaient diminuées chez les PTI et ça avait été déjà aussi montré par l'équipe de Stasi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'augmenter ces T régulateurs? Donc, c'est un petit peu des traitements d'avenir. Il y avait l'interleukine 2 en low dose qu'avait proposé l'équipe de Rosenwag et Patrice Kakoub, qui avait été essayé dans des maladies auto-immunes, mais il n'y avait pas de PTI, donc pour l'instant, ça reste un point d'interrogation. Peut-être plus intéressant des équipes chinoises, mais nous, ce n'est pas nos axes, mais qui utilisent des inhibiteurs de HDAC, donc des histones, des acétylases comme la chidamide, ou alors des protocoles utilisant de la décitabine, un agent hypométhylant low dose, et ils arrivent à augmenter les Treg, à la fois la fonction et le nombre, notamment via le CTLA4. Donc ça pourrait peut-être un jour être des possibilités thérapeutiques, bien que c'est quand même des médicaments dont on n'a pas trop l'habitude d'utiliser, qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser en médecine interne, mais plus des médicaments d'hématologie. Et puis, il y a les CD8. Est-ce qu'on peut agir sur les CD8 ou déjà, est-ce que les CD8 ont un rôle? Et ça aussi, on l'avait bien montré chez les patients qui étaient en échec de rituximab. Il faut surtout citer Hanson, qui a été un des premiers à le montrer et qui après a fait de nombreux travaux pour montrer sur ces lymphocytes T cytotoxiques au cours du PTI. Et là, très récemment, dans Blood de cette année, il y a quelques semaines, il montre aussi que dans les PTI, il y a des clones de TCD8 qui sont très spécifiques et qui sont très cytolytiques
pour les plaquettes, très cytotoxique pour les plaquettes. Donc, c'est possiblement une des causes de certains PTI. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces lymphocytes TCD8? On n'a pas à l'heure actuelle de traitement spécifique. Donc, on va utiliser les immunosuppresseurs dont on a parlé, mais qui vont avoir un rôle non spécifique, qui vont agir sur de nombreuses cellules. Et puis, il y a une voie qu'il faut quand même citer. Donc, c'est une voie physiologique. Donc, comme vous le savez, les plaquettes, elles sont, comme toutes nos cellules sanguines, elles sont produites dans la moelle osseuse, donc à partir d'une cellule souche qui devient un progéniteur immature, puis mature, et qui va devenir à la fin des proplaquettes, puis des plaquettes qui vont être libérées dans la circulation. Et qu'est-ce que deviennent ces plaquettes libérées dans la circulation? Soit certaines apoptoses, d'autres sont activées et sont recouvertes d'anticorps et sont phagocytées par la rate. Et puis, la plupart vont subir une décellulation. Et cette décellulation va leur permettre, entre guillemets, en tout cas, elles vont être captées une fois qu'elles sont décellulées, quand elles vont passer au niveau du foie par un récepteur particulier qu'on appelle un Schwann-Morel récepteur, qui vont capter ces plaquettes et les éliminer. Et pourquoi c'est important cette voie-là? Parce que c'est cette voie qui va réguler la quantité de TPO que vont produire les hépatocytes. Alors, est-ce qu'on peut agir sur cette voie? Est-ce que cette voie est impliquée dans le PTI? Déjà, première question. Donc, il y a un modèle murin où justement, ils ont diminué la cellulation des plaquettes et il se trouve que les plaquettes chutent comme dans une thrombopénie. Donc ça, c'était un argument en faveur. Est-ce que nous, on peut agir sur la décellulation? Ah oui, il y a un médicament dont on se sert très régulièrement en hiver, pendant les périodes de grippe, qui est l'oseltamivir, et lui qui inhibe la décellulation. Donc on s'en sert à 75 mg x2 pendant plusieurs jours, comme dans la grippe. Alors, est-ce qu'on a des données cliniques? Il y a une phase 2 dans une équipe chinoise, ou chinoise, je crois, où ils avaient pris, mais là, ce n'était pas des PTI chroniques, c'était des PTI nouvellement diagnostiqués, où ils avaient mis soit de la dexaméthasone, soit de la dexaméthasone plus, justement, cet inhibiteur de sialylase, et ils avaient des taux de réponse qui étaient beaucoup plus importants, 86 versus 60 à J14, ou 50 versus 30 à M6, donc ça avait l'air d'avoir une efficacité. Et puis, il y a une autre étude espagnole où ils ont étudié 35 PTI, mais il n'y en avait que 16 qui étaient vraiment multiréfractaires, et ils n'en avaient traité que 10 dans cette étude. Et sur les 10 traités, il y en avait 4 qui avaient 4 sur 6 quand il y avait répondu quand ce médicament était associé à d'autres thérapeutiques, notamment des agonistes des récepteurs ou des immunosuppressifs. Et puis, quand on le donnait seul, malheureusement, il n'y avait pas d'efficacité. Alors, est-ce que ça marche? Je ne sais pas, mais dans cette étude, ils avaient aussi mesuré la TPO. Et la TPO était augmentée dans ces multiréfractaires, comme si finalement, dans ces PTI multiréfractaires, il y avait quand même probablement un turnover plus rapide qui entraînait une augmentation de la TPO. Donc, peut-être que ça, c'est un argument pour essayer d'agir, mais pour l'instant, ça reste un gros point d'interrogation. Depuis environ 10-15 ans quand même, on sait que le PTI, c'est aussi un déficit en TPO. Donc, est-ce qu'on a d'autres voies d'abord, est-ce qu'on a d'autres possibilités une fois qu'on a résisté aux 2 TPO classiques? Alors, l'avatrombopag, mais est-ce qu'il sera plus efficace? Probablement non. Et puis, l'IL-11, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup il y a une équipe chinoise qui a travaillé dessus, et puis nos collègues de Caen qui travaillent dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résultats, donc on va le laisser. Alors, c'est beaucoup parlé, c'est un peu des élucubrations d'immunologistes avec toutes ces voies possibles sur lesquelles on pourrait agir. Et ce diagramme, vous pourrez presque le caser dans toutes les maladies auto-immunes, finalement, parce que quasiment, c'est toujours les mêmes cellules. Alors, parfois, il y a des mécanismes qui sont prédominants si la maladie est plus B ou T, mais on peut agir sur toutes ces voies maintenant grâce aux multiples thérapeutiques qui sont à notre disposition. Alors, comment choisir et lequel choisir dans ces PTI chroniques? Il faut déjà bien se dire que c'est quand même une situation très rare que les PTI échappent au rituximab, aux 2 agonistes
éventuellement plus à la spléectomie. Comment la quantifier? Quand on regarde notre base Carmen, on pense que le nombre de PTI qui a résisté, c'est entre 1 et 5%, mais probablement plus près de 1%. Donc ça fait quand même pas beaucoup de patients. Et puis, ce qui serait bien, c'est de savoir, d'avoir des marqueurs biologiques, c'est là-dessus un petit peu qu'on travaille, pour voir est-ce que c'est plus la voie T, est-ce que c'est plus la voie B, est-ce que c'est plus la voie de désialysation, est-ce que les plaquettes sont très désialylées. Tout ça, ça pourrait nous aider à choisir, mais pour l'instant, ça reste des choses du futur. Dans les nouveautés, il y a c'est pas fosamatinib, c'est fostamatinib. Donc, il y a cette nouvelle molécule dont on a l'AMM qui donne quand même des résultats intéressants. Et puis, on attend avec impatience donc, les phases 3 du rilzabrutinib et notamment du ianalumab qui pourront peut-être nous permettre d'avoir d'autres possibilités. Et puis, je pense qu'il faut réfléchir. Et une fois que vous vous rappelez ce schéma, vous essayez de faire des associations chez ces patients difficiles et vous allez essayer de faire une association qui va agir sur les B, sur la voie B et sur la voie T, par exemple, plus la voie de la TPO. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on utilise la voie de la TPO, on peut essayer d'associer soit de la cyclosporine, c'est ce qu'avait fait l'équipe de Bruxelles avec 13 réponses sur 18 dans les PTI. On peut rajouter un autre immunosuppresseur. Donc là, c'était un travail de Mathieu Maëva, je crois, non où ils avaient pris 37 PTI et il y avait 7% des PTI qui répondaient quand ils étaient sous immunosuppresseur seul. Mais dès qu'on les mettait avec un agoniste, on avait 70% de réponse. Donc, ça peut être une association. On joue sur cette voie, mais aussi sur cette voie. Après, est-ce qu'il ne faudra pas rajouter TPO agoniste plus fostamatinib? Pour l'instant, ça sera l'avenir. Si on prend la voie B, par exemple, le rituximab, là aussi, donc, on peut rajouter le TPO, mais ça a déjà été fait et on a eu une réponse qui a été plus rapide, mais pas à 6 mois. On n'avait pas d'avantage. On peut rajouter au rituximab donc un immunosuppresseur comme la cyclosporine. Alors, les équipes qui l'ont fait, c'est des équipes asiatiques, mais les équipes asiatiques, elles utilisent le rituximab low dose, donc 100 mg seulement, quand on utilise 500 ou 700. Et là, on a 60% de réponse dans une petite série de 20 PTI dans Blood 2015. Ou alors, on utilise l'endoxan, et l'endoxan plus le rituximab chez des patients de PTI. Nous, ça nous semble peut-être un peu puissant, trop puissant comme traitement. Mais ils avaient là aussi un taux 70% de réponse, donc plus récemment, une équipe chinoise. Et puis, le Ritux plus l'antibaf, le belimumab, donc c'est le PHRC national dans lequel il faudra inclure les patients pour avoir une réponse pour savoir si cette thérapeutique peut permettre de guérir. Est-ce qu'il faut associer TPO plus Ritux plus fostamatinib? Là, je pense qu'il y a des voies qui vont être doublement des thérapeutiques qui vont agir sur les mêmes mécanismes. Ce n'est peut-être pas la bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder en tête de tous ces schémas? Je pense quand même qu'il faut essayer de se garder en tête un schéma relativement simple, même si la physiopathologie du PTI est complexe, mais 3 ou 4 grands mécanismes qui existent dans cette maladie. Quand on est confronté à un PTI qui résiste, essayer de faire des associations réfléchies, donc agir sur une voie et la voie de la TPO plus la voie B plus la voie T, essayer de bien réfléchir que ce soit des associations logiques. Et puis, il faut quand même garder un but dans la tête pour ces patients, essayer plus de les guérir et non de donner des traitements qui vont guérir ces patients et non des traitements suspensifs. Donc, on a longtemps pensé que les agonistes n'étaient qu'un traitement suspensif. Alors maintenant, on a des publications qui montrent que jusqu'à 50% des patients, ce n'est pas tout à fait notre quotidien, 50% des patients, chez 50% des patients, on pourra arrêter les agonistes, ce n'est pas tellement notre quotidien, mais je pense qu'il faut essayer d'avoir des traitements qui permettent plus de bloquer cette réponse immunitaire de façon prolongée. Et c'est pour ça que le Ritux plus le belimumab peut être
permettra justement une réponse prolongée. Mais à voir. Bien réfléchir que le PTI, c'est une maladie qui est traitée par des internistes et par des hématologues. Je pense quand même qu'il faudrait mieux que ce soit les internistes qui traitent ces patients. C'est quand même une maladie non maligne et je pense qu'il faut se limiter, en tout cas dans l'engagement thérapeutique, et pas utiliser des traitements trop lourds. Et puis, bien sûr, tous ces patients, c'est des patients rares et je pense qu'il faut à tout prix les inclure dans les protocoles de recherche. C'est comme ça que ça permettra d'avancer la recherche et surtout la recherche thérapeutique. Merci pour votre attention. J'en profite pour remercier la petite équipe INSERM que j'ai la chance de coordonner et puis bien sûr le service avec notamment Sylvain qui va bientôt prendre ma place, en tout cas en tant qu'orateur plus tard. Et puis le CERECAI avec notamment Bertrand, Mathieu et Marc avec qui on est très proches à la fois au niveau clinique et à la fois au niveau scientifique. Merci à tous.